Bienvenue dans Être et Savoir. Aujourd'hui, éducation, comment prendre ou reprendre le pouvoir sur les usages du numérique. Écran, sommes-nous à cran? La commission Les enfants et les écrans, réunie par Emmanuel Macron, a rendu son rapport début mai 2024. Il est intitulé « À la recherche du temps perdu ». Quel temps? Celui qu'on passe à bagnoder sur les espaces numériques, regarder des séries, enchaîner les vidéos, interagir avec des amis ou des inconnus. En l'occurrence, d'après ce que j'ai compris, le clin d'œil proustien suggère d'abord une perte de temps de l'action publique face aux stratégies de captation par les géants du numérique. Et ce titre offre à penser une reconquête de l'attention des enfants, c'est bien ça qui est capté, et de l'attention pour les enfants et l'enfance. Bien entendu, nous allons dans cette heure parler des inquiétudes éducatives causées par la quantité des activités liées aux écrans. Elles s'illustrent par des réponses plus ou moins étoffées. Des messages effrayants sur la répercussion de ces activités sur la santé des enfants se multiplient aujourd'hui. Ça, je veux qu'on en parle. Mais des réponses sont également proposées au hasard. Radio France propose désormais une newsletter zéro écran adressée aux parents. Il faut dire que notre offre de podcast pour les enfants et les ados est super costaud. On a Dor Huilo qui sort en podcast. C'est un manga sur France Culture. Alors, il ne s'agit pas de discuter aujourd'hui des ressources numériques éducatives, elles existent, mais des inégalités sociales d'usage. Nous allons aussi évoquer le manque de diversité des propositions faites aux individus qui se promènent donc sur les plateformes, la difficulté à contrôler ce qui nous est donné à voir, à entendre et le temps donc passé sur ces espaces. Alors de quelle manière pouvons-nous reprendre le pouvoir, nous les éducateurs? Parce que quand on parle des enfants et des écrans, on parle beaucoup de nous les adultes et puis le pouvoir des enfants et des ados eux-mêmes. L'enfant et la télévision, vaste sujet de réflexion qui divise l'opinion et suscite des jugements manichéens sur ses aspects positifs ou négatifs. Devenue avec les années un membre à part entière de la famille, la télévision recèle en elle le meilleur et le pire, un instrument d'union, mais aussi parfois de conflit quand il s'agit de choisir le programme. Et l'enfant dans tout cela, me direz-vous? La télévision est-elle, comme certains le proclament, un outil dangereux, une intruse qui bouleverse les rapports familiaux traditionnels? En bref, a-t-elle, comme on le prétend, une influence néfaste sur l'enfant ou peut-elle contribuer à son épanouissement? Il est pas mal, ce chapeau des années 80. Bonsoir, Grégoire Borst. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si on peut comparer les écrans qui sont aujourd'hui démultipliés à la télévision, mais ce qu'on entend aussi, c'est cette idée de l'enfant et le rapport auquel vous avez participé en tant que professeur de psychologie et de neurosciences de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris-Cité et directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS, la PSIDE. Donc ce grand rapport remis à Emmanuel Macron est censé alimenter la réflexion collective, parle des enfants, mais les enfants... Ce sont des êtres très différents, déjà par leur âge, par leurs milieux sociaux et par leur relation aux médias. C'est exactement ce qu'on essaye de dire dans le rapport, c'est de dire que finalement, ce qu'on sait aujourd'hui du développement de l'enfant, c'est qu'il est très hétérogène. C'est-à-dire que la norme, il n'y a pas de norme globalement du développement de l'enfant. Chaque enfant est très différent les uns des autres. On a aussi beaucoup insisté sur l'adolescence parce que c'est quand même une période très particulière de la vie et notamment de l'interaction avec les écrans. Et on a aussi beaucoup dit, et notamment c'est ce qui ressort d'une des grandes études françaises sur la question des écrans, quand on regarde finalement l'effet des écrans chez les très petits enfants de 2 ans et demi à 5 ans et demi, on se rend compte que quand on contrôle dans les modèles statistiques pour le milieu social d'origine et les pratiques parentales, en fait l'effet des écrans, il devient extrêmement modeste, voire extrêmement faible. Parce qu'effectivement, le milieu social d'origine, ça joue beaucoup plus que sur le développement cognitif que l'exposition aux écrans, même à des temps d'écran qui peuvent être parfois importants. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas, que ça ne peut pas se cumuler, mais ça veut simplement dire qu'il faut qu'on fasse attention un peu dans le discours public à la taille des effets relatifs des différents facteurs qui vont jouer sur le développement de l'enfant. Hyper intéressant. On a vu ces dernières années des polémiques, on a parlé d'autisme ou de symptômes de l'autisme pour des enfants surexposés aux écrans. Et moi qui passe pas mal de temps sur les réseaux sociaux, voici ce que j'ai pu entendre sur Instagram hier. On a des élèves qui ne savent pas parler,
Désormais, on a des enfants qui, quand on leur pose une question, qui ont un temps d'attente et je sens dans leur tête qu'ils se disent « Ah oui, en fait, je peux penser des choses ». Exemple très clair en CPCE1, de quelle couleur est le dragon? Et alors je dis « Les enfants, vous allez fermer les yeux et imaginer un dragon. De quelle couleur est votre dragon ?» Et en fait, ils étaient bloqués parce que d'habitude, le dragon leur arrive. Donc, ce qu'on m'avait dit en formation, c'est n'hésitez pas à dire aux enfants de fermer les yeux. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il faut presque leur dire alors, vous fermez les yeux et vous imaginez que vous avez la tablette devant les yeux. Qu'est-ce qu'elle vous montre du dragon, la tablette? Ces enfants-là, qui sont en difficulté scolaire, qui ne comprennent plus les messages audio, un enfant surexposé aux écrans, ça veut dire un enfant de 10 ans, plus de 10 heures d'écran par semaine. Un enfant surexposé n'utilise que 30% de ses capacités cognitives. On coupe les écrans pendant 3 mois, il remonte à 70%. L'espoir est là. Alors, l'espoir et l'inquiétude. Cette vidéo provient de Lou Média, un média en ligne, et c'est Aude Denisot qui se présente comme institutrice qui s'exprime. Elle appelle les gens à se mobiliser pour une éducation numérique raisonnée. Grégoire Borst, que pensez-vous de ces chiffres assez précis qui sont donnés sur le... Ils sont tous faux, donc on va être assez clair. C'est que des fake news additionnées les unes aux autres. La question que c'est les enfants exposés aux écrans utiliseraient 30% de leurs compétences cognitives, il n'y a aucune donnée dans la littérature qui suggère ça. Le fait d'arrêter pendant 3 mois qui leur redonnerait 70% de leur capacité cognitive, ça repose sur aucune donnée scientifique. Et puis cette question, et je pense que vous l'aviez dit tout à l'heure, et sur lequel il faut vraiment qu'on insiste, je rappelle que les écrans ne peuvent pas être à l'origine des troubles du neurodéveloppement et certainement pas des troubles du spectre autistique. Il faut le dire, le marteler, le remarteler, parce que ça participe à la panique morale. Si vous dites attention, ça crée des troubles aussi complexes que les troubles du spectre autistique, évidemment, c'est logique en tant que parent qu'on soit extrêmement inquiet par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser ce que peuvent produire les écrans, mais là, c'est une caricature ce qu'on nous raconte. Enfin, moi, dans les écoles, j'y suis tout le temps, je fais de la recherche sur leur développement langagier, sur leur développement cognitif, sur leur capacité de raisonnement. Ce qu'elles racontent, c'est pas la réalité des élèves aujourd'hui dans les écoles. C'est absolument pas vrai. Je peux vous montrer ce qu'on est capable de leur faire en termes de complexité de tâches auxquelles ils sont engagés. Ce qu'elle raconte, c'est pas du tout la réalité des élèves. Tous les enfants, même ceux exposés. Mais à 10 ans, 10 heures par jour d'écran, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, ça existe chez une toute petite minorité d'enfants qui sont extrêmement exposés. C'était 10 heures par semaine. Alors moi, 10 heures par semaine, d'accord. 10 heures par semaine, c'est effectivement, ça peut concorder avec certaines des données. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le bouton émotionnel sur lequel on appuie chez les parents qui regardent ce type de vidéos, qui sont soumis, parce qu'après tout, moi, je n'avais pas sollicité cette vidéo quand elle est apparue dans mon fil, peut-être parce que je passe trop de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nourrit une inquiétude, mais cette inquiétude est-elle infondée? Rachid Zerouki, vous êtes enseignant en micro-collège à Marseille et vous nous parlez depuis Marseille. Bonsoir. Bonsoir, Luce Touré. On avait eu l'occasion de discuter de vos derniers ouvrages. Votre dernier ouvrage, Les Décrochés, chez Robert Laffont, en 2022. Et vous êtes intervenu sur les réseaux sociaux sur la question de l'exposition aux écrans, en disant on oublie trop souvent que les adolescents des quartiers populaires n'ont pas forcément le même usage que les adolescents de milieux plus favorisés, et que cet usage change. Alors, qu'est-ce que vous voyez de là où vous êtes avec vos élèves? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est un constat assez alarmant parce que là, par exemple, on vient de dire, M. Borst le disait, que ça ne concerne qu'une infime minorité, l'utilisation de 10 heures par jour. J'ai eu ce cas qui s'est présenté pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait. Moi, j'ai l'habitude de demander aux élèves, donc à des élèves de micro-collège, donc on le rappelle, ce sont des élèves en situation de décrochage scolaire, ou plutôt de raccrochage scolaire, puisqu'ils sont dans cette structure. Ils sont globalement issus de milieux défavorisés, donc c'est bien évidemment à prendre en compte. Et je leur demande, donc c'est vraiment basé sur le volontariat, de me montrer régulièrement leur temps d'écran. Donc c'est une fonctionnalité qu'on trouve sur les téléphones Apple. Et le chiffre de 10 heures par jour qui peut paraître absolument ahurissant, mais je vous assure qu'il est assez commun en fait. Il est assez commun. Et moi, ce qui me choque par-dessus tout, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces 10 heures par jour. Parce que
l'écran, on peut avoir des usages très variés d'un écran. Et là, en l'occurrence, ben, ce sont ces vidéos extrêmement courtes sur lesquelles on n'a pas la main. Et ce sont, ben, le premier d'entre eux, ça va être TikTok. Mmh. Là, sur ce que je viens d'observer aujourd'hui, ben, sur les 10 heures par jour qui concernaient ben, les journées du grand week-end, eh ben, TikTok occupait 80% de ces 10 heures par jour. Et bah oui, c'est une Et minorité quel puisque effet ça a sur les élèves? Quel effet ça produit en classe, par exemple? Est-ce que ça, vous pouvez le voir? Puisque ça fait un certain nombre d'années que vous enseignez. Avant, vous étiez enfin, vous étiez dans un autre collège sur des dispositifs qui s'adressaient à des élèves en difficulté. Mais finalement aussi, TikTok, ça n'existait pas il y a quelques années. Donc, est-ce que vous avez vu des changements sur les effets et des effets d'ailleurs sur vos élèves et leur comportement en classe? je vois des changements. Et ces changements, bon, ils sont à prendre comme étant des constats d'un témoin, d'un professeur. Donc Mmh. évidemment, ça ne peut pas être une vérité scientifique, mais je constate une fatigue énorme. Une fatigue énorme parce que, en fait, on a eu le tort, là, très récemment, d'opposer TikTok à la lecture. Comme si TikTok allait chercher du temps sur un espace qui était consacré à la lecture. Moi, ce que je vois, c'est que TikTok gratte du temps de sommeil. Et je vois, parce que, encore une fois, sur les téléphones Apple, on peut voir à quel moment est-ce que c'est utilisé. Je vois une utilisation nocturne de 22 heures à 3 heures, 4 heures du matin. Et les jeunes me disent très régulièrement, j'utilise TikTok pour trouver le sommeil, pour m'endormir. Et en fait, enfin ça, je pense que la recherche scientifique m'appuiera là-dessus. TikTok n'aide pas à trouver le sommeil. Les écrans ne favorisent pas le sommeil et je pense que c'est exactement le contraire. Donc, bien sûr, lorsqu'on s'attaque au sommeil, bah, le résultat, c'est une fatigabilité accrue. Ce sont des élèves qui arrivent bah, tardivement, qui n'arrivent pas à se réveiller, qu'il faut aller chercher et qui arrivent très, très difficilement à finir leur journée. Mmh. Avant l'intelligence, c'est la santé même qui est attaquée. Alors aussi parce que il y a une forme, non pas d'addiction, parce que si on arrête, on n'est pas en manque. Donc on ne peut pas vraiment parler d'addiction, en tout cas à mon sens, et il me semble que c'est ce que la recherche dit également, mais de mauvaises habitudes avec des plateformes qui se sont sophistiquées dans la recherche eh bien, de l'attention et dans la recherche même du temps des utilisateurs. Mathilde Abel, vous êtes économiste spécialiste des enjeux du numérique et de l'économie des plateformes. Et puis, je donnerai la suite de votre présentation plus tard. Bonsoir Louise. Bah oui, globalement, on le voit en fait que les plateformes numériques, et notamment ici quand on va s'intéresser aux réseaux sociaux, à partir, on va dire, du tournant des années 2010, elles ont emmagasiné un certain pouvoir, un pouvoir de cognition qui est de plus en plus fort, et donc un pouvoir de captage de l'attention de la part, alors pas seulement des enfants hein, évidemment, mais aussi de la part des adultes et même, on va dire aujourd'hui de tout un tas d'adolescents qui sont devenus des adultes et qui participent on va dire à fournir un certain nombre de données aux plateformes qui aujourd'hui formatent l'espace numérique. Mais oui, ces plateformes, elles ont aujourd'hui un très grand pouvoir, un pouvoir de marché qui est considérable. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans l'angle mort vis-à-vis de ces médias, ces réseaux sociaux, ce sont les annonceurs. Ce sont les annonceurs, ce sont les publicitaires. Et ça, c'est quelque chose qui est... Parce que ces plateformes-là, elles tirent de leur pouvoir justement d'avoir toujours un regard sur deux versants d'un marché. C'est-à-dire un côté qui va être lié aux utilisateurs, nous, vous, vos enfants, qui utilisent les réseaux sociaux. Ici, c'est ce qu'on appelle des externalités de réseau direct, c'est-à-dire on va trouver une utilité à ces réseaux-là parce que mes amis, mes parents, ou peut-être pas mes parents, mais en tout cas mes amis, en tout cas, sont sur ces réseaux-là. Mais par ailleurs, donc ça, c'est l'économie de l'attention dont on parle, mais par ailleurs, l'économie numérique, elle est liée à la capacité de se tourner aussi vers un autre segment de marché qui sont les annonceurs, qui sont les publicitaires et qui, eux, ont besoin de cette audience pour ensuite, pour qu'elle soit monétisée par les plateformes. Et que les plateformes continuent à se développer, les annonceurs Exactement. aussi. Bah, c'est un commerce, après tout, qui est le commerce de l'attention qui existe aujourd'hui, mais qui existait déjà auparavant, parce que les médias, c'est pas une invention neuve. Dans le rapport, Grégoire Borst, et dans l'élaboration de ce rapport, vous avez
rencontrer les acteurs des plateformes. Vous avez rencontré TikTok. Alors moi, j'ai voulu inviter un représentant de TikTok et puis j'ai pas réussi. Il était en vacances, on m'a dit. C'est dommage. Ça m'intéresse de savoir comment TikTok aujourd'hui conçoit l'utilisation de cette plateforme par les adolescents. Que vous ont-ils dit, à vous et aux autres membres de la commission, Grégoire Borst? Ils ont eu un positionnement qui est a priori le positionnement qu'ils ont toujours. La première chose, c'est de nous dire qu'il n'y a pas d'enfants de moins de 13 ans sur leur réseau, en disant que comme de toute façon il faut avoir plus de 13 ans et que donc il faut renseigner son âge, ils jouent un espèce de jeu de dupe avec nous en nous disant de toute façon il n'y a pas d'utilisateurs de moins de 13 ans et on ne peut pas savoir qu'il y a des utilisateurs de moins de 13 ans, ce qui est toujours un paradoxe parce qu'ils ont des algorithmes finalement d'analyse suffisamment sophistiqués aujourd'hui pour voir des comportements qui leur permettent en fait d'évaluer les adolescents de moins de 13 ans sur leur plateforme. Donc première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont beaucoup insisté sur tout ce qu'ils mettaient en place d'une certaine façon pour garantir un certain contrôle parental de l'usage de ces plateformes. Ce qui est surprenant parce que nous, c'est évidemment pas pour ça qu'on venait les auditionner. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour qu'ils nous expliquent ce qu'on devait faire en termes de contrôle parental. On est là pour que les plateformes prennent leurs responsabilités et qu'elles s'assurent qu'effectivement, il n'est pas d'utilisateur qui ait moins de 13 ans sur ces plateformes-là, qu'elles s'assurent qu'il n'y ait pas du contenu qui soit du contenu inapproprié, qui s'assurent que quand on a passé Telegram et WhatsApp comme des réseaux sociaux, il n'y ait pas des boucles dans lesquelles qui poussent finalement de l'information qui est totalement inappropriée pour des enfants qui utilisent ce type de messagerie. Et en fait, leur réponse, elle est finalement de dire, mais on n'a pas de responsabilité. Et c'est ça qui est, je dirais, insupportable à entendre. C'est-à-dire que quand on est face à des populations vulnérables, ce qu'on attend d'acteurs économiques et des plateformes en premier lieu, c'est qu'effectivement, elles prennent leur part de responsabilité. Et le rapport... C'est pas un peu naïf d'attendre de la part d'acteurs économiques qui ne payent pas vraiment, je crois pas, ne pas me tromper en disant ça, hein, leurs impôts en France, par exemple, qui ont des démarches d'efficacité et puis qui sont des géants, en fait. Ça va juste à l'encontre de leur modèle économique, globalement, en fait. Mathilde Abel. Est-ce que non, mais je suis obligée de rappeler votre nom et en même temps, la question que je me pose, c'est quand on leur dit ça, est-ce qu'on ne sait pas par avance? Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je pense que c'est important de les mettre face à leurs contradictions et en disant c'est de toute façon des données normalement que vous n'avez pas le droit de monétiser. D'ailleurs, je rappelle, ils ont été condamnés au Royaume-Uni. TikTok a pris une amende record parce que justement ils monétisaient justement dans ce double économie. D'une part, d'économie de l'attention, plus économie des diffuseurs de publicitaires. Ils ont été condamnés pour ça. Donc, c'était simplement de leur dire, attendez, vous n'avez pas le droit de toute façon de monétiser ces données. Donc, faites juste attention à essayer de protéger ces publics-là. Et le rapport commence par ça, justement sur la responsabilité des plateformes, parce que c'est pas qu'une responsabilité individuelle. On peut pas passer notre temps à dire aux parents hey, vous êtes pas responsable, faut faire attention à ce que font vos enfants sur les écrans. Certes, mais en fait, il y a un premier responsable qui sont les acteurs du numérique et ils doivent faire le boulot aussi de leur côté. Quand on y explique qu'ils peuvent pas vérifier l'âge des enfants de 13 ans sur la plateforme, ça fait doucement sourire. Vu ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, en termes notamment de contrôle parental ou autre, pour vérifier l'âge des parents qui mettent en place le contrôle parental. J'ai déjà eu cette discussion avec eux à l'Arcom, avec YouTube notamment, qui m'expliquaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Si déjà ils mettaient tout le contenu jeunesse sur YouTube Kids, je peux vous assurer que ça permettrait à un certain nombre d'enfants de ne pas être exposés à du contenu non approprié. Mais ils ne veulent pas le faire. Mathilde Abel, techniquement, les plateformes pourraient par exemple améliorer ou mettre des moyens dans le contrôle parental ou les réglages parentaux, parce qu'en anglais on dit parental setting. Oui, elle pourrait, comme tout un tas de plateformes, globalement, dès que ça vient à l'encontre d'une fonctionnalité, généralement elles vont en développer une autre, un peu gadget, qu'elles vont mettre entre les mains des utilisateurs. On l'a par exemple ici les parents, mais c'est pas la chose sur laquelle elles vont investir le plus, tout simplement parce que c'est pas rémunérateur pour elles. C'est pas quelque chose qui vient rémunérer, ça ne rentre pas dans la logique de leur modèle économique. Leur modèle économique, il est fondé sur l'engagement. Et quelle que soit la forme qu'il prend, c'est-à-dire ça peut être évidemment un commentaire, donc là on pourrait penser qu'il y a une forme, on va dire, de participation directe, mais ça peut être une consommation vidéo, la lecture d'une vidéo, ça en entier, ça peut être même la sauvegarde d'un post, ça peut être tout ce qui globalement peut susciter une forme d'engagement. La viralité, par exemple, d'un certain nombre de vidéos, c'est de l'engagement. Les fake news, ça produit de l'engagement. La polarisation, justement, aussi, l'ensemble, voilà, exactement, émotionnel, tout ça, ça favorise l'engagement. Et c'est bon
leur modèle économique. Donc tout ce qu'on vient proposer en fait globalement pour les responsabiliser d'une part, ou par exemple ce qui est fait au niveau européen, par exemple le Digital Service Act, en tout cas ça donne des gages de transparence et potentiellement des outils pour ensuite aux législateurs ou on va dire globalement à la puissance publique pour limiter leur pouvoir. C'est bien pour ça elles sont aussi réticentes globalement à participer à toute forme d'évolution de leur modèle et pour donner davantage d'outils aux utilisateurs. Enfin, en tout cas, si je puis me permettre, Oui, elles bien ne donnent pas ces outils-là à la partie la plus passive. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que par contre, si on regarde par exemple YouTube ou d'autres, ou vis-à-vis d'un certain nombre de créateurs de contenu, ces personnes-là vont avoir des métriques très intéressantes pour regarder qu'est-ce qu'ils peuvent monétiser, qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui sera le plus viral, etc., etc. Et ça, on va y revenir en fin d'émission. Je fais un peu de teasing, comme ça, Mathilde Abel, parce que vous m'avez mis sur une bonne piste et je souhaite vivement en reparler plus tard. Donc, on n'oublie pas comment, en fait, on peut comprendre ces algorithmes. C'est une sacrée question. Mais Rachid Zerouki, plus simplement, dans l'éducation média, puisqu'on en fait à l'école de l'éducation média, est-ce qu'on peut parler aux élèves et surtout, est-ce qu'ils entendent ces élèves, ces explications d'ordre tout simplement économique. Leur attention a une valeur, on se la dispute, on se fait de l'argent sur leur temps. Moi, ce que je constate, c'est que les jeunes ils ont une véritable introspection là-dessus. Ils sont très à l'écoute. On a déjà fait intervenir au sein de notre micro-collège des associations qui leur ont parlé d'éducation aux médias, qui leur ont parlé de la surexposition à certains usages. Et il y a une vraie écoute, il y a une vraie compréhension. On les voit vraiment acteurs de cette réflexion-là. Et puis sur l'aspect l'aspect économique, en fait, ils vont réagir en citant tel ou tel influenceur qui a fait une publicité déguisée ou pas déguisée sur un produit qui s'est révélé totalement nocif. Ça, ils ont conscience de ce problème. Et c'est l'étape vraiment du contrôle de soi qui pose problème parce que voilà, on a des usages qui sont assez excessifs et on a beaucoup de mal à se contrôler. Et puis, on parle des enfants. Moi-même, j'ai utilisé TikTok. J'ai commencé à l'utiliser sur des temps assez courts, des temps morts, en attendant, je ne sais pas, la cuisson, le four, le bus ou que sais-je. Et puis, petit à petit, j'ai observé que ce réseau prenait de plus en plus de temps dans ma journée. Et en fait, il est conçu pour ça. Et c'est très, très difficile de s'auto-responsabiliser. Si c'est difficile pour les adultes, c'est difficile pour les ados, mais ça reste difficile pour tout le monde. Et je pense, et je le redis, que quand on parle des enfants, on parle considérablement de nous. On va également parler de l'école, évidemment, dans ce numéro consacré aux usages du numérique et au pouvoir que nous avons éventuellement sur ces usages avec Marie-Caroline Missire. Alors, vous la connaissez bien, Grégoire Borst. Elle était dans la commission Enfants-Écran avec vous. Elle est directrice générale du réseau Canopé. On la connaît bien ici dans l'émission. Elle était finalement la représentante de l'éducation nationale dans cette commission. Et ensemble, nous avons parlé de la manière dont vous aviez discuté du rôle de l'école, puisqu'elle est accusée aussi d'inciter les enfants à se servir qui d'un ordinateur, qui d'un espace numérique éducatif. On est passé très rapidement d'une forme de panique post-confinement. Au secours, l'école n'est pas prête, nous ne sommes pas assez équipés, nous ne sommes pas assez formés, etc. pour faire face à des périodes absolument inédites comme celles qu'on a vécues et qui nécessitaient une continuité pédagogique qui passait par le numérique. Et on est passé très rapidement à une autre forme de panique, qui est la panique actuelle des parents quant à la progression absolument fulgurante de la place des écrans dans la vie des enfants, avec un taux d'équipement de plus en plus précoce en smartphone. Et tout ça fait que, au centre de cela, vous avez l'institution scolaire qui, à la fois, est chargée évidemment d'éduquer les jeunes au numérique. Ça passe par la formation des enseignants, de les préparer, les enfants, à la complexité de ce monde dans lequel ils vivent. Et ça passe évidemment par une place suffisante et proportionnée du numérique à l'école. Mais il faut entendre aussi la période dans laquelle nous vivons, où les parents sont aussi très interrogatifs, eux-mêmes aussi dépendants par rapport à leurs propres écrans. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'école peut être, à certains moments, rendue responsable d'une forme d'incohérence
Vous nous dites de ne pas utiliser les écrans avant tel âge et en même temps, vous nous demandez de nous connecter sur un ENT, sur Pronote. Alors du coup, je suis obligée d'équiper mon enfant bien plus tôt, etc. Bon, ENT, espace numérique de travail. voilà, où on peut dialoguer avec les enseignants, dialoguer avec les parents et recueillir ses devoirs, avoir ses notes, etc. C'est là qui est le point, et c'était un des points de départ des discussions que nous avons pu avoir au sein de la commission. Donc, ce que je pense, c'est que l'école a une mission fondamentale qui est celle d'éduquer au numérique, qu'elle a un rôle à jouer sur ces sujets par rapport aux éducateurs, par rapport aux parents, mais qu'il faut absolument prendre en charge cette inquiétude des parents, prendre en charge aussi ce que l'on sait aujourd'hui sur l'impact des écrans sur la santé des jeunes enfants notamment, et adopter une attitude plus cohérente à l'école. Ça passe par plus d'explications. Pourquoi on utilise cet outil? Pourquoi faire? Avec quel impact sur les apprentissages? Quel attendu sur les apprentissages? À quel moment à l'école on parle, et au collège en particulier, on parle de la place de ces fameux ENT, environnement numérique de travail? À quel moment on en fait un élément du projet éducatif de l'établissement et pas simplement un outil? Et quand c'est un élément du projet, eh bien, on peut l'arrêter, on peut le contrôler, on peut le réguler, on peut apprendre à s'en servir et ça ne devient pas un impensé. Aujourd'hui, le numérique, dans certaines situations, à l'école en tout cas, peut être aussi un impensé ou peut être, dans une vision un petit peu excessive, assimilé aux réseaux sociaux en général, aux écrans en général. Donc je pense qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ça. C'est pour ça que ce que propose la Commission, c'est plus de cohérence, plus de progressivité dans l'utilisation du numérique à l'école, en suivant des bornes d'âge, des repères, pour qu'il s'agisse des parents, qu'il s'agisse des éducateurs, on soit tous ensemble mobilisés à la fois pour éduquer au numérique, avec beaucoup d'ambition, mais aussi réguler et protéger nos enfants. Penser l'éducation au numérique, c'est penser aussi la déconnexion. Oui, je crois, et en tant qu'adulte, je pense qu'on doit être aussi apte et prêt à véhiculer ces messages autour de la déconnexion. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand on a organisé un hackathon avec des jeunes, des élèves de 3e, et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils étaient déjà frappés par le rapport de leurs propres parents aux écrans. Ils ont, dans leurs expressions, un rapport parfois nostalgique à une enfance sans écran, qu'ils expriment comme ça. On parlait plus. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est qu'ils ont une inquiétude, et ils expriment une inquiétude pour leurs petits frères et petites sœurs. Et enfin, troisième élément d'interrogation, c'est qu'ils sont tous soumis à parfois des images traumatisantes, véhiculées sur des réseaux sociaux qui évidemment échappent au contrôle parental. On parle aussi beaucoup du contrôle parental et de ses failles. Mais quand on les interroge en leur disant « Ah, tu as pu en parler à un adulte, tu as pu en parler avec un professeur, tu as pu même en parler à des camarades plus âgés, etc. Comment tu prends de la distance par rapport à ça ?» Ils nous disent à la fois qu'ils se sentent condamnés à vivre avec cela et qu'ils ne peuvent en parler à personne parce qu'on ne peut rien faire. Et ça, je voulais le dire très fortement parce que ces enfants-là, ils sont à la fois évidemment ravis d'avoir ces outils pour socialiser, communiquer, et on le souligne très fortement, c'est un outil de socialisation à l'adolescence, mais ils sont exposés à des contenus traumatiques qu'on n'imagine pas. Et exprimer le fait qu'on ne peut rien faire, on le subit parce que c'est comme ça, c'est inacceptable. France Culture. Être et savoir. Louise Touret. Et ce soir, éducation, comment prendre ou reprendre le pouvoir sur nos usages du numérique, usages éducatifs aussi. Et d'ailleurs, Grégoire Borst, vous avez dans cette commission, où vous étiez avec Marie-Caroline Missire, eu de grands débats, des grandes oppositions aussi entre les différents participants. Alors, des médecins, on a dictologues, des divers experts, mais pas beaucoup de gens de l'éducation nationale. Finalement, il y a eu des fortes oppositions sur l'école et ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait dire et la manière dont elle devait s'adresser aux familles. Oui, mais c'est finalement quelque chose qui est beaucoup plus général sur l'école. On voit bien que c'est là où tous les clivages s'expriment. C'est-à-dire que typiquement, on avait deux positions qui étaient très antagonistes dans la commission. On avait des gens qui disaient l'école doit être finalement un lieu dans lequel on garantit une déconnexion la plus totale possible, et d'autres qui disaient mais en fait l'école c'est la société, et il faut préparer les enfants finalement à utiliser ces outils du numérique. Et donc, du coup, les conclusions disent les deux.
Bah, les conclusions disent un peu les 2, c'est-à-dire que c'est ce que très bien dit Marie-Caroline. On a Mmh. essayé de travailler sur une progressivité, avec, des choses qui étaient effectivement et on le dit d'ailleurs dans le rapport, c'était le plus petit dénominateur commun qu'on a réussi à trouver, entre 2 positions qui étaient effectivement, vraiment très différentes au début de nos discussions et qui l'ont resté jusqu'à la fin de la discussion, parce que d'ailleurs c'est écrit dans le rapport. On n'était Mmh. pas tous d'accord, mais on a réussi à faire émerger quelques mesures sur l'école. Mais effectivement, avec une position qui est très différente, il y a des gens qui disent: «L'école, ça doit être un espèce de lieu, un sanctuaire dans lequel on fait de l'apprentissage des fondamentaux». C'est pas forcément ma position. Je pense que l'école, elle doit être ouverte sur le monde et que Il faut apprendre à apprendre, il comme faut le apprendre. titre de votre podcast pour France Culture. Exactement, il faut apprendre à apprendre. C'est un lieu dans lequel on développe Mmh. toutes les compétences dont on a besoin une fois qu'on est sorti justement du cadre scolaire. Et je pense que c'est ça la réussite éducative. Et que dans ce cadre-là, il faut aussi apprendre à utiliser les outils numériques. Et les outils numériques, bien sûr, on peut les apprendre sans numérique, mais on a aussi besoin du numérique. Puis l'autre chose, il y a un peu un fantasme. L'école qui est surconnectée aujourd'hui. Regardez la réalité de l'équipement dans les écoles françaises. On est très, Ah, très, on en très, a très loin. souvent parlé Ouais. avec des équipements obsolètes, avec des problèmes d'entretien et parfois, et c'est mon exemple préféré, des problèmes de rideaux pour regarder tout simplement un Oui. écran. Dans la classe, il y a trop de lumière et quand il n'y a plus de rideaux, ben, on ne peut pas utiliser le tableau numérique interactif. Parfois, ça, c'est de la responsabilité des collectivités locales. Rachid Zerouki, 2 questions à vous qui êtes enseignant. Pensez-vous qu'il faut laisser son portable carrément à l'entrée du collège, dans un petit casier comme c'est aujourd'hui proposé, et de manière un peu plus approfondie peut-être, comment expliquer peut-être aux familles ce qu'attend l'école et à quoi servent ces interfaces numériques qui sont des interfaces éducatives avec les parents, entre le collège et les parents, parce qu'il n'y a pas seulement Pronote avec... Pronote, c'est pas la seule entreprise qui propose ça, avec les notes et puis l'emploi du temps, mais bien des interfaces avec des contenus et puis la possibilité de s'envoyer des messages. Alors, comment on parle de tout Alors, ça? Louise Touré, sur la première partie de votre question, moi, je suis tout à fait favorable au fait de... Moi, j'ai beaucoup de mal en classe à empêcher de regarder le téléphone à tel ou tel moment, hein. Il y a toujours un petit regard surveille les notifications, ces fameuses notifications qui suscitent énormément d'attention. Et on a beaucoup de mal en tant qu'enseignant à concurrencer l'attention que suscitent les notifications, les messages intempestifs. Donc oui, Donc, pourquoi pas pour reprendre, empêcher vous, le l'entrée. pouvoir, vous avez besoin qu'on vous aide. Oui, 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 moi j'avoue que j'ai besoin d'aide. Après, si on interdit les téléphones portables purement et simplement, ça veut dire que quoi? Il y a une fouille, en fait, en termes de façon très pragmatique, ça veut dire déplacer le problème qu'on voit en classe à l'entrée, au portail. Et c'est tout simplement ingérable, en fait. On ne peut pas faire des casiers, surveiller que chaque élève puisse mettre son téléphone dans son casier. Ça nécessiterait un temps fou. Il y a parfois, dans certains établissements, plus de 1000 élèves qui vont rentrer à 8 heures. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ces 1000 élèves vont Mm. déposer leur téléphone dans les casiers? Ça me paraît assez infaisable. Et sur la deuxième partie, moi, je crois qu'il y a une confusion. Il y a une confusion qui est née du fait que peut-être on a un peu mal posé le débat en parlant des écrans de façon très généralisante, très globalisante. Euh, Peut-être que voilà, cette panique morale nourrie par certains ouvrages, je pense à l'ouvrage de Monsieur Desmurger sur les écrans, les dangers des écrans. Moi, je crois qu'il faut vraiment poser le débat, le centrer sur les usages. Et il y a un terme très pertinent pour ça qui a déjà 2 décennies, je pense. En tout cas, le sociologue Fabien Grandjean en parlait, c'est la fracture numérique de second degré, c'est-à-dire des inégalités sociales qui résultent d'un usage différencié des mêmes outils numériques. Donc, moi, je ne peux pas croire que on accentue les inégalités ou qu'on fait du mal à qui que ce soit en favorisant l'accès à l'ENT ou à Pronote ou à... Enfin, c'est, je ne sais pas, quelques dizaines de minutes. Donc, sur le débat que vous avez décrit et qui a animé la commission, moi, je suis très clairement voilà, du côté de Monsieur Borst. On ne peut pas négliger le fait qu'on a des compétences numériques qu'on doit avoir l'ambition d'atteindre. Et donc, on ne peut pas diaboliser de façon générale tous les écrans, mais on doit responsabiliser, sensibiliser sur certains usages qui posent problème.
Est-ce qu'il faut sensibiliser les parents? Est-ce que ça pourrait être le rôle de l'école? Il y avait aussi ça dans ma question, Rachid Zerouki. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant et aussi pour toute l'équipe éducative, vous avez pour nouvelle mission, et peut-être une mission un peu amplifiée aujourd'hui, d'aborder ça très clairement avec les parents? Alors vous, peut-être que vous le faites, mais est-ce que ça doit être le cas partout, tout le temps? Non, je ne pense pas que ça doit être le cas partout, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Je dirais que c'est, puisqu'on parle des écrans, vous savez, dans les jeux vidéo, il y a parfois des missions annexes, des missions qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on fait parce qu'on a envie, parce qu'on se sent, bah, voilà, une fibre, quelque chose, une envie d'agir sur ces questions. Donc, voilà, la sensibilisation sur les écrans, je dirais que ça fait plutôt partie des missions annexes parce que c'est beaucoup trop grand pour nous et on n'a pas la main là-dessus. Et je pense que c'est très sain de responsabiliser, de faire peser le poids de la responsabilité sur les plateformes elles-mêmes. Donc c'est très bien d'avoir interpellé TikTok, de les avoir mis face à leurs contradictions, plutôt que chercher à surresponsabiliser les parents qui savent bien, en fait. Lorsque des parents voient leurs enfants passer 5 heures, 6 heures, 10 heures par jour sur le smartphone ou sur certaines applications bien particulières, ils savent très bien qu'il y a un problème. Moi, je vois très régulièrement des parents qui sont dépassés, qui avouent être dépassés et qui n'arrivent pas, ne parviennent pas à juste confisquer. Ils sont confrontés à des crises de nerfs qui sont très difficiles à gérer. Donc voilà, responsabiliser les plateformes plutôt que les parents. Et puis, voilà, ne pas faire peser tout le poids sur l'école parce que ce serait déraisonnable. Il y a une mère en moi qui vous écoute et se dit, c'est vrai. C'est vrai qu'en tant que parent, on peut éprouver des difficultés, évidemment, à contrôler les usages de ses enfants. Je n'irai pas plus loin sur mon expérience personnelle, mais on peut noter qu'il y a des initiatives, alors en France, mais aussi à l'étranger. En Espagne, c'est très fort. Adolescence sans écran qui propose de reculer l'âge du portable et d'en parler plus collectivement, parce que c'est difficile de décider tout seul pour son enfant, surtout quand il vous persuade qu'absolument tous ses copains ont un portable à 8 ans et demi. Ça pose quand même la question aussi du contrôle sur les enfants, Grégoire Borst, et je pense que vous l'êtes posé dans la commission. C'est-à-dire que, évidemment, les téléphones permettent de communiquer avec son enfant qui est au collège, qui circule éventuellement beaucoup plus seul et de manière autonome, enfin plus ou moins autonome, puisqu'on peut l'appeler quand on veut. Et puis, un enfant sage, dans un train, par exemple, c'est un enfant qui regarde une tablette ou un téléphone. On a beaucoup parlé des espaces sans enfants ces derniers temps, des hôtels, des restaurants, des transports. Et finalement, on peut avoir aussi des espaces avec enfants muets, les yeux rivés sur les écrans. Le contrôle dont je parle pour les écrans, on l'exerce déjà sur les enfants avec ces outils. Avec ces écrans, parce qu'on ne veut pas laisser dans notre société une place aux enfants. Et je pense que c'était aussi un des enseignements de cette commission, c'est de dire qu'en fait, si on veut trouver et si on veut permettre justement l'empowerment des parents vis-à-vis de la régulation des écrans, il faut laisser un espace aux enfants dans notre société. C'est pas normal que dans un train, dès qu'un enfant court dans le couloir ou fasse un peu de bruit, tout d'un coup, l'ensemble du wagon quasiment se retourne contre les parents pour leur demander finalement de faire taire le plus rapidement possible ces enfants. Et ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, la société dans son ensemble doit redonner une visibilité aux enfants, doit leur redonner des espaces. Je rappelle qu'il y a des trains dans le nord de l'Europe dans lesquels on a des wagons jeux, il y a des jeux pour que les enfants puissent effectivement jouer. Je rappelle qu'à la SNCF, on peut précommander une tablette pour le voyage, mais on ne peut pas précommander un jeu de société. C'est absurde quand on y pense 2 secondes. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut redonner de l'espace aux enfants et il faut effectivement aussi taper sur les espaces sans enfants. Enfin, je trouve ça délirant qu'on ait accepté dans notre société qu'il y ait des hôtels sans enfants, des restaurants sans enfants. Je rappelle que c'est discriminatoire, c'est interdit par la loi en fait. Donc à un moment, il faut redonner de l'espace parce que en redonnant de l'espace, en créant finalement une offre d'activités alternatives, on aura effectivement la possibilité en tant que parent
d'exercer une parentalité vis-à-vis des écrans. Sinon, je suis désolé de le dire, mais c'est quasiment impossible, c'est mission impossible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent de bruit, et en même temps, il ne faudrait pas qu'ils regardent un écran. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'ils doivent faire. Enfin, si c'est Michel Desburger, il faut lire des grands livres de la littérature C'est bien de française. le lire. Oui, fantastique, mais pas forcément... C'est pas une grande découverte. Non, c'est pas une grande découverte, mais sauf que d'accord. dans ces moments-là, et comme le disait très bien votre intervenant à distance, de toute façon, TikTok ne prend pas du temps de lecture, en fait. Et non, je vous assure, en fait, les données, elles sont assez claires de ce point de vue-là. D'ailleurs, pendant le Covid, le temps d'écran a augmenté, le temps de lecture a augmenté aussi. Donc, en fait, c'est pas des moments où, en fait, s'ils ne faisaient pas d'écran, ils feraient pas pour autant plus de lecture. Et on peut lire Mythes et réalité, les enfants et les écrans. Mythes et réalité, c'est le nom de la collection. Et l'ouvrage est coordonné par Anne Cordier et Séverine Herel chez Retz. C'est très intéressant sur, bien évidemment, tous les méfaits supposés et parfois tout à fait fantaisistes des écrans. Évidemment qu'on peut apprendre avec des dispositifs numériques éducatifs. Reste que on ne peut pas s'empêcher de penser au temps de lecture. Le débat peut rester ouvert, mais puisque je parlais d'infantisme, cette espèce de rejet des enfants, c'est le terme est cher à Lélia Benoît. On en a parlé dans une émission avec Sorge Chalandon à l'automne 2023. La question que je me pose aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on prend les enfants et les adolescents pour des débiles? Pourquoi est-ce que tout ce qu'ils feraient sur des écrans, même en y passant beaucoup de temps, ce serait pas intéressant, ce serait nul? Quel est ce présupposé qui est un présupposé infantiste qui habite aujourd'hui la société des adultes? Qui veut répondre? Alors plutôt Grégoire Borst, vous avez l'air... Et Mathilde Abel? Non, je vais juste dire qu'à ce titre, justement, je trouve qu'on a une présomption vis-à-vis des adultes qui seraient tout à fait à même d'utiliser les écrans de façon tout à fait... de façon tout à fait adéquate, alors que, on a aussi vu justement, par exemple, durant la période du Covid, des usages et des renforcements de polarisation, y compris, émotionnels très forts, y compris chez les adultes et même de façon massive. Donc, les fake news, c'est pas spécialement. Mais bien sûr, c'est pas du tout lié qu'aux enfants, c'est pas du tout. Et la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui, on a toute une gradation d'ailleurs d'âge en fonction des usages. Facebook, on sait qu'aujourd'hui, c'est plutôt utilisé par les 30, 60, 70 ans au-delà. Instagram, par exemple, plutôt pour les moins de 30 ans, mais maintenant un peu plus. Et TikTok, c'est chez les très jeunes, etc. Donc, je veux dire, chacun a sa part, chacun a sa responsabilité et chacun a aussi sa part de responsabilité vis-à-vis, justement, on va dire, des données qu'il transmet, mais aussi, du coup, de la polarisation derrière auquel il ou elle est soumis. Alors, si les usages plus ou moins discutables ne sont pas réservés qu'aux jeunes, est-ce qu'il n'y aurait pas un usage positif, intéressant, créatif du numérique? Moi, je me souviens d'un rapport en 2013 de l'Académie des sciences sur le numérique qui voyait aussi la possibilité d'un avènement d'une éducation augmentée grâce à ces ressources infinies. Et puis, évidemment, je pense à Michel Serres, La Petite Poussette, 2012. Est-ce que je suis restée coincée dans une bulle spatio-temporelle? Non, je ne crois pas. Je pense évidemment, et c'est toute la complexité, il n'y a pas que des usages qui sont des usages qu'on pourrait, en plus, toujours avec une vision effectivement d'adultes qui jugent les activités des enfants ou des adolescents en considérant qu'elles sont forcément moins intéressantes ou moins nobles que ses propres activités sur les réseaux. Je rappelle que les adultes jouent à Candy Crush et qui ne produit pas fondamentalement, n'augmente pas fondamentalement notre intelligence. Mais ils font plein de choses intéressantes sur les réseaux. Pour autant, effectivement, il y a une problématique spécifique à ces réseaux, c'est qu'ils utilisent en fait des mécanismes et des failles de nos systèmes cognitifs pour nous laisser connecter très longtemps. Donc en fait, on est tout à fait d'accord qu'on a des jeunes qui utilisent par exemple Wattpad, qui permet effectivement d'accéder à la lecture, d'écrire. Donc ils font des choses hyper intéressantes sur les réseaux. Ils font aussi du TikTok à haute dose, comme on l'entend, et qui vient rentrer en compétition avec leur sommeil, avec des problématiques effectivement, et là je rejoins tout à fait ce qu'on disait, le problème de TikTok et le problème de ces réseaux en fait, c'est que ça vient grignoter du temps qui est du temps qu'on devrait dédier à dormir. Et dormir pour un enfant et un adolescent, c'est absolument critique. La période de la vie dans laquelle on a le déficit de sommeil le plus important de toutes les périodes de la vie, c'est l'adolescence en termes de déficit de sommeil. Et comme ça joue sur le neurodéveloppement, ça joue sur leurs apprentissages, et donc ça joue sur leur réussite scolaire, et ainsi de suite, et notamment sur leur santé mentale. Donc je pense qu'il y a un enjeu de ce côté-là, mais on ne peut pas, encore une fois, ne pas faire d'éducation là-dessus. C'est-à-dire, qui leur a expliqué à quoi ça sert le sommeil? Qui leur a expliqué comment, effectivement, avoir une bonne hygiène de vie reliée à leur sommeil? Personne.
Donc on ne peut pas oblitérer tout ça et en mettant toujours l'accent sur leurs usages des réseaux qui seraient forcément Bah, absurdes. Et d'ailleurs, alors, il y avait un très bel article aujourd'hui, je crois, dans Le Monde, qui montrait toute la créativité dont ils ont fait preuve, notamment en utilisant TikTok, parce qu'ils créent des vidéos, donc ils deviennent monteurs. Donc ça développe aussi des compétences, quoi. Et c'est ça aussi qu'il faut essayer de dire et qu'on dit d'ailleurs dans le rapport. Après, on a beaucoup insisté sur les aspects négatifs, parce alors que pour, c'était pour, aussi euh, l'enjeu pour, sur les recommandations. certains, alors bien sûr, des adolescents et des jeunes développent des compétences et il y a aussi une critique des réseaux et des plateformes qui circulent sur ces plateformes elles-mêmes depuis, je pense, assez longtemps. Ça fait partie de la culture Internet que de montrer les coutures. Par exemple, les montages vidéo, on les entend, contrairement à la radio où normalement on les entend pas. Vous, les auditeurs de France Culture, vous les entendez pas trop. Sur YouTube, on entend tous les cuts sur les vidéos sérieuses comme sur les vidéos fantaisistes. On a aussi toute une culture du montage, du trucage qui est extrêmement intéressante. Et donc, les vidéastes ont commencé à s'intéresser et à parler du placement de produits, de la publicité. Ça, c'est complètement dans la conversation depuis, je pense, au moins une dizaine d'années. En tout cas, je vois à mon échelle de fréquentation des vidéastes style Squeezie, qui ne fait pas que ça, mais qui a beaucoup fait ça et qui a eu un public d'enfants extrêmement nombreux. Et vous m'avez parlé, Mathilde Abel, de Amy Plante. Alors, c'est une youtubeuse qui s'intéresse aux algorithmes et qui entend, et c'est ce dont on a parlé au début, et qui en tant que créatrice de contenu a essayé de percer le secret des recommandations sur la plateforme. On a pris un extrait. La vidéo est passionnante, donc je vous invite, chers auditeurs, à la regarder en entier. On a pris un extrait pour vous faire entendre de quoi il en retourne. La plupart du temps, quand je regarde des vidéos, c'est des vidéos qui me sont recommandées par YouTube. Mais quand tu assistes à la force de frappe de l'algorithme, tu te demandes forcément pourquoi. Pourquoi cette vidéo-là? Si l'algo il décide de plus recommander la chaîne d'un créateur, il peut perdre son métier. Ou au contraire, s'il décide de la recommander, ça peut être magique. Et la raison pour laquelle l'algorithme il a une telle force de frappe, c'est parce qu'on consomme ce qu'il nous recommande. 70% du contenu regardé sur YouTube est recommandé par YouTube. Ce qui fait que YouTube décide un peu de tout, de ce que je vais consommer, des vidéos que je fais qui vont marcher, mon avenir un peu aussi. J'ai un dernier truc à dire, c'est que cette vidéo, du coup, je l'ai faite avec Marc. En fait, il développe un outil qui s'appelle YouChoose, qui est une non-profit, donc une entreprise à but non lucratif qui a été financée par l'Union européenne. Moi, ça fait plusieurs années que je bosse sur, on va dire, la transparence du système de recommandation. Ouais. Où on essaye de l'analyser, de montrer ce qu'il recommande pas, qu'est-ce qui est banni, En fait, aujourd'hui, il y a énormément de plateformes pour beaucoup de choses où tu peux choisir, tu as le choix de choisir ton service de Uber, de choisir ton service de plein de trucs. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un monopole sur les systèmes de recommandation. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix de choisir ton système de recommandation. Alors, l'extension dont on parle, c'est YouChoose. Ça promeut une forme de contrôle augmenté. Je n'ai pas très bien compris, en fait, comment ça fonctionnait. Mais vous m'aviez parlé, quand on a préparé cette émission, Mathilde Abel, d'agentivité et de pouvoir, d'empouvoirment sur la manière dont on peut circuler sur ces plateformes. Est-ce que vous pensez que ça a une chance vraiment de se populariser et et bien finalement de pénétrer les usages des jeunes qui évitent les recommandations des adultes par essence parce qu'ils veulent pas être là où nous on est. En fait, je pense que ça peut prendre dans la mesure où ils le font déjà. C'est-à-dire que ce dont on parlait juste avant, c'est qu'il y a déjà un génie globalement adolescent ou enfant dans l'usage des ressources Internet. C'est-à-dire que même parfois, les propres créateurs ou les propres plateformes, pour dire ça très vite, en fait, elles sont surprises des usages qui sont faits de leurs propres outils. Et il y a tout, c'est-à-dire que les parcours aussi balisés que soient les parcours des utilisateurs et utilisatrices en ligne, eh bien, il y a tout le temps des détournements, tout le temps des façons de jouer avec la créativité à partir de la plateforme. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à noter. C'est globalement, il y a cette capacité des utilisateurs et utilisatrices à utiliser les plateformes de façon détournée. Et donc, je pense que donc là, YouChoose, par exemple, c'est un petit add-on qu'on peut mettre justement pour essayer de regarder quelles sont les recommandations ou même, on va dire, de nourrir un certain nombre d'algorithmes pour provoquer certaines recommandations.
C'est un add-on, il me semble, qui est disponible sur Chrome. Et donc, l'idée derrière, globalement, c'est de permettre une plus grande agentivité à partir d'autres métriques qui peuvent être distribuées ou mises à disposition, justement, de tout un tas d'utilisateurs, on va dire plutôt passifs ou de consommateurs ou de consommatrices passives de contenu. C'est-à-dire qu'on peut faire à l'échelle individuelle, par exemple, limiter son historique, par exemple, sur YouTube, avoir aucune recommandation. On peut nourrir ses propres algorithmes selon des choses qui ne nous conviennent pas, mais là, ça va un peu plus loin. Et ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes sur les réseaux sociaux parce que globalement, c'est des outils qui peuvent être mis à disposition justement des utilisateurs pour avoir davantage de choix, pour recouvrir un espace de choix, vis-à-vis de ce qu'ils vont consommer directement sur ces réseaux-là. Je pense que par ailleurs, un certain nombre de réglementations comme le Digital Service Act vont pouvoir permettre d'accéder à un certain nombre de données via les API qui vont être mis en place par les plateformes pour donner justement à un certain nombre d'outils, permettre finalement une meilleure interopérabilité entre les données de ces plateformes-là et des possibles outils qui vont pouvoir redonner aussi du pouvoir aux utilisateurs et aux utilisatrices de ces médias sociaux. Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'on commence tout juste à aborder. Et si derrière les États, la puissance publique et notamment l'Europe permet de financer des produits, ce sont des produits, des produits, des services, mais des services comme cela, je pense qu'on gagnera beaucoup en partie sur justement le pouvoir de ces réseaux sociaux. Donc on a besoin d'un contre-pouvoir du Choose créé par Marc Fadoul. On n'entendait pas son nom de famille dans l'extrait de la vidéo d'Amy Plante. Rachid Zerouki, est-ce que vous pensez que des outils d'autorégulation pourraient intéresser vos élèves, par exemple, ou est-ce que finalement il y a... Parce que c'est la question que je me pose. Il y a un certain plaisir dans la passivité et pas que chez les enfants. C'est aussi ce qu'on cherche, c'est-à-dire pas trop réfléchir et se laisser porter. Alors, comment vous C'est voyez ça, ces outils? c'est ce qu'on cherche et je vois aussi certains élèves qui ont besoin de cette passivité que j'appelle parfois anesthésie. Ça empêche de penser. On sait qu'il y a des enfants qui sont parfois dans un profond mal-être. Faire défiler des vidéos indéfiniment sans même avoir la télécommande, de tout confier à l'algorithme, ben, c'est aussi parfois une façon de ne pas réfléchir, de ne pas accorder d'intérêt à ce qui nous tracasse. Alors moi, il se trouve que je suis un utilisateur de ces applications d'autorégulation pour moi-même. Je dois avouer que ça m'aide pas mal. C'est une application qui rend tout très minimaliste, qui enlève tous les logos, qui enlève toutes les incitations à aller sur telle ou telle application. Donc, moi, ça m'aide beaucoup. Mais je vois mal, pour l'instant, mes élèves voilà, faire appel à une application d'autorégulation. Je pense que ce serait, pour l'instant, un peu trop leur demander. Mathilde Labelle? Juste pour précision, justement, il ne s'agit pas d'autorégulation, c'est pas de limiter son accès ou limiter l'espace des réseaux sociaux, c'est consommer autrement les contenus sur ces réseaux sociaux. Et c'est avoir dû retrouver un pouvoir vis-à-vis de cette consommation-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est infini et, on va dire, une consommation passive, on choisit, il y a un espace de choix qui peut être fait vis-à-vis du contenu qu'on va consommer. Et ça, c'est-à-dire que quand on aura accès notamment via les API et peut-être du coup grâce au Digital Service Act à ces données-là, on pourra donner aux utilisateurs la possibilité de choisir. C'est pas juste de consommer ou pas consommer, c'est consommer autrement et davantage de choix dans les modes de consommation de ces réseaux sociaux. Et ne pas se fier à sa volonté, sa bonne volonté, mais organiser autrement Exactement. son univers numérique, ce qui semble peut-être un horizon possible, mais ça, il faut des pouvoirs publics qui soutiennent ce genre d'initiative. Je me tourne vers vous, Grégoire Boss, comme si vous étiez ministre de quelque chose. Or, pas du tout. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne manque pas aussi de volonté politique? Parce que finalement, dire
aux adultes de prendre leurs responsabilités éducatives ne coûte pas cher. On le voit dans le débat sur l'autorité. Et même une commission qui réunit 10 experts, c'est important peut-être, mais ce n'est pas très coûteux. Alors que s'atteler à trouver des solutions, des contre-pouvoirs et créer des solutions technologiques aussi efficaces et très disponibles et portées et dont on ferait la publicité un petit peu partout, peut-être y compris à l'école, c'est une autre paire de manches. Mais je pense qu'il faut une volonté politique. J'ai en tout cas l'impression qu'on en a eu quand on a déposé notre rapport, c'est qu'il y avait quand même une volonté, puisque le président de la République a laissé un mois à un certain nombre de ses ministres pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions liées aux recommandations qu'on avait proposées. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera in fine, mais en tout cas, il y a une volonté. Il y a aussi une volonté de notre part, en tout cas dans la commission, de dire attention, il ne faut pas choisir 2-3 mesures au compte-gouttes, parce que effectivement, pour avoir un effet levier important, il faut vraiment avoir une approche systémique de ces problématiques-là. Je rappelle que les solutions techniques, elles ne sont pas à trouver. C'est par exemple le fait de, quand vous ouvrez une ligne, si c'est pour un enfant qui a en dessous de 13 ans, l'empêcher d'accéder à certains contenus, c'est possible demain. Ensuite, si les fournisseurs ne veulent pas mettre en place, c'est une autre problématique. Et ça, effectivement, l'action publique, elle peut en tout cas être suffisamment incitative pour qu'ils le mettent en place. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui technologiquement sont faisables. La question de l'interopérabilité des données, de toute façon, le DSA va y aboutir à un moment ou un autre. Donc ça permettra de retrouver du contrôle. Et puis de rappeler effectivement que la problématique numérique, elle vient aussi percuter d'autres problématiques. Je veux dire, post-Covid, on a 40% des adolescents qui ont des problématiques de santé mentale, de difficultés psychologiques. Et quand ils scrollent pendant des heures sur TikTok, soyons très clairs, c'est pas simplement parce qu'ils aiment passer des heures sur TikTok à scroller, c'est parce qu'ils vont mal. Et que donc, en fait, c'est ce que disait très bien Rachid Zerouki. Donc, en fait, il faut traiter ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter que la problématique de scroller des heures sur TikTok. Il y a les deux qu'il faut traiter en parallèle. C'est pour ça que c'est des approches systémiques qu'il faut avoir et remettre aussi des moyens dans l'école. Et des moyens dans la santé publique. Et des moyens dans la santé publique. Donc, il faut effectivement choisir ses batailles. Et je dis juste une chose qui ne coûte pas cher, parce que je l'ai dit au président de la République, je continue à le marteler là où je vais, c'est qu'il faut adapter le rythme scolaire effectivement aux particularités des adolescents et que on sait que le fait de différer par exemple les premières heures de cours début de journée, ça a des effets extrêmement positifs sur la santé mentale des adolescents, sur leurs apprentissages. Commencer l'école plus tard. Il faut commencer l'école plus tard, ça fait plusieurs dizaines. C'est un vieux projet, hein. Jean-Michel Blanquer en avait parlé. C'est un vieux projet et c'est aussi de montrer qu'on les respecte eux. Alors, très rapidement, parce que là, on parle de régulation, de possibilités via des normes européennes différentes de repenser un peu la circulation dans les espaces numériques. Mais ce qu'on a surtout entendu après cette commission, ce sont les paliers d'âge. C'est de dire, bah voilà, avant 15 ans, et j'avoue que j'ai bondi, parce que ça me semble extrêmement tard pour connaître un certain nombre d'adolescents, et on en accueille beaucoup à la Maison de la Radio, extrêmement tard, 15 ans, pour accéder aux réseaux sociaux. Est-ce que je me suis déshabituée? Est-ce que vous avez dit quelque chose d'un peu irréaliste? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est irréaliste, mais en tout cas, c'est de renvoyer... Vous pensez que c'est possible? Je pense qu'il faut que les plateformes, aujourd'hui, prennent leurs responsabilités et qu'effectivement, ce qu'on entend de la part des jeunes, c'est qu'ils sont quand même exposés à du contenu qui est totalement inapproprié à leur âge, même à 15 ans. Et que ça, c'est plus possible. Et il faut que les plateformes fassent le boulot de ce point de vue-là. Quand on voit le nombre de personnes qui s'occupent de la régulation des contenus sur les plateformes, on voit bien qu'ils n'ont pas pris la mesure de la problématique, finalement, et que dans ce contexte-là, qui peut évoluer. C'est-à-dire qu'à au moment où les plateformes se mettent autour de la table et qui font le boulot qui doit être le leur de réguler leur contenu, évidemment, on pourra penser d'autres bornes d'âge. Les bornes d'âge, elles sont là pour inciter les plateformes à enfin agir de leur point de vue et de leur côté sur l'exposition à du contenu inapproprié de mineurs, dont je rappelle qu'ils sont à des moments de leur développement, notamment neurocognitif, qui fait que quand on est exposé à du contenu inapproprié, ça peut avoir des conséquences importantes sur le développement cérébral et donc sur leur bien-être. Et donc un contrôle politique et puis social global de tous les acteurs éducatifs, donc pas que les parents. Merci beaucoup Grégoire Borst, merci Mathilde Abel et merci Rachid Zerouki d'avoir été avec nous à distance.
Avril Ventura est l'adjointe à la production d'Être et Savoir. Perret Legras a réalisé cette émission. Sébastien Royer en a assuré la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos anciens numéros et on a consacré de nombreuses émissions aux questions numériques éducatifs. Donc en podcast, bien sûr, nos espaces, par exemple la plateforme de Radio France.